Saint-Ouen, commune située entre Paris et Saint-Denis, entre le boulevard périphérique et la Seine. Saint-Ouen, située à mi-chemin entre patrimoine industriel et grandes opérations de rénovation urbaine, la commune est constituée d'un enchevêtrement d'anciennes petites maisons ouvrières et des grands ensembles issus de la reconstruction. Saint-Ouen, ancienne banlieue rouge de Paris, est une ville au passé ouvrier désormais soumise à la spéculation foncière. Dans les médias, le clivage est flagrant. Les articles annonçant l'inauguration prochaine des nouvelles grandes opérations immobilières s'opposent aux articles dénonçant de nouveaux faits de violence. Ce règlement de compte, 2 jeunes qui ont été exécutés. Le trafic, on n'en parle pas, mais on l'insinue. Il faut savoir lire entre les lignes. Mais qu'en est-il des Audoniens ? Il existe une forte revendication à venir de Saint-Ouen. Être Audonien, c'est être fier de venir d'où l'on vient. Être Audonien, c'est œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie commun. Mais être Audonien, c'est aussi subir un quotidien rongé par les problèmes de cohabitation. À Saint-Ouen s'opère une gentrification à grande vitesse, laissant apparaître des interstices. Là où les petites maisons ouvrières côtoient les grands ensembles des années 70, des vides subsistent. Ces dents creuses, espaces résidentiels de la destruction du bâti, deviennent des lieux de conflit que les habitants se disputent. Espaces livrés aux petites mains du trafic, ou bien potagers partagés, chacun veut faire sien le moindre lopin de terre. Aujourd'hui, plus d'1/5 de la ville est en chantier. De vastes opérations de rénovation urbaine sont menées dans une optique de lutte contre la vétusté, pour redorer l'image de Saint-Ouen à la veille des JO 2024. Ces reconstructions successives ont constitué une certaine hétérogénéité dans le bâti. Cet assemblage de formes urbaines constitue à l'échelle de la ville un patchwork. La construction de grands ensembles massifs donne lieu à des situations exceptionnelles. C'est ainsi que, en arpentant la ville, on peut s'attendre à tomber sur des lieux en retrait, des scènes pittoresques au moindre coin de rue. Ces lieux de rencontre constituent une richesse dans le paysage urbain. Or, ces sites deviennent des moments de rupture dès lors qu'ils sont vécus. Et certains espaces publics deviennent privatisés. Pris d'assaut par les habitants, ils remplissent leur fonction de manque à combler. Nous nous sommes ainsi interrogés sur l'espace public comme levier de l'aménagement. À Saint-Ouen, l'espace public est l'endroit où les associations luttent contre les pouvoirs publics qui peuvent faire peau neuve. Elles œuvrent pour conserver les derniers mètres carrés de terrain non soumis à une rénovation. Ce sont ces territoires en lutte qui nous ont amenés à nous demander comment faciliter le voisinage et le vivre ensemble au sein d'une ville fragmentée aux multiples identités. Nous nous sommes intéressés à 3 lieux emblématiques, des lieux indécis, dans lesquels les habitants avaient pris le dessus, et autour desquels nous souhaitions intervenir pour rétablir la notion d'espace public. Ces lieux d'appropriation étaient notre point de départ. Nous avions décelé une revendication dans la manière d'occuper le territoire, qu'elle soit physique ou immatérielle, à tel point que les habitants se permettaient d'établir un droit de passage. Et pourtant, certaines de ces occupations donnent vie à ces lieux. Reflet des volontés individuelles, elles sont des tentatives de réponse au manque d'infrastructures. Elles favorisent le vivre ensemble et la vie de quartier. Il nous semblait donc primordial de mettre en valeur les initiatives qui pourraient profiter au plus grand nombre. Sortis du T3B, nous marchons vers la porte de Clignancourt. Nous passons sous le périph', puis nous arpentons les puces. Marché Vernaison, Paul Serpette, Dauphine, et là, une entrée de parking. Les bouts en train. La cité interpelle, elle interroge parce qu'on la voit de loin. Elle s'élève et se démarque du paysage. Longeant le boulevard périphérique, elle a trouvé sa place au beau milieu des puces. La cité a de belles années derrière elle. Une habitante nous raconte ses souvenirs d'enfance dans ses hautes tours, du temps où l'on échangeait avec ses voisins par la fenêtre. Le quartier a bien changé depuis et la cité est tombée dans l'oubli. Le manque d'entretien et d'investissement des pouvoirs publics a contribué à la détérioration de ces tours, désormais condamnées à être détruites. La Cémiso préférera sans doute investir dans des projets plus attractifs, comme le village des Rosiers en face. Les bouts en train effraient maintenant. Livrés aux mains des dealers, les choufs nous font ressentir qu'on n'a rien à faire ici. Pourtant, lorsqu'on s'adresse aux Audoniens, ils semblent s'accorder sur le fait que ces tours s'inscrivent dans le patrimoine de Saint-Ouen.
Moi, je suis contre toutes ces... Enfin, non, je suis pas contre tous les nouveaux projets immobiliers, mais je trouve ça hyper dommage qu'on perde cette mixité sociale, en fait. Vraiment, je trouve que... ouais, c'est vraiment très, très dommage, quoi. Un mercredi midi, sortie du T3B, hôpital Bichat, la porte de Saint-Ouen, puis la rue La Fontaine. Nous arrivons enfin place Perret où des jeunes viennent nous demander ce qu'on fait là. Faites pas trop les journalistes, nous assène un jeune homme qui, comme nous, doit avoir la vingtaine. Nous nous apprêtons à passer sous un premier tunnel lorsque nous apercevons une bande de jeunes qui nous toisent déjà du regard. Oups, demi-tour, direction le passage suivant pour rejoindre la rue Arago. C'est alors que cela nous frappe. On passe d'un monde à l'autre. Arago est notre deuxième lieu d'étude. Ce quartier est le théâtre d'une cohabitation particulière. Un pâté de maisons sépare les pavillons de la cité. 2 rues voisines donc, mais si différentes en termes d'échelle et d'appropriation par leurs habitants. Les gens se croisent, mais ne se fréquentent pas. Lors de notre premier arpentage, un guetteur nous interpelle. « Bonjour, mesdemoiselles, je vais vous demander de retirer votre masque pour que je puisse me souvenir de votre visage. » Ici, on ne se balade pas pour se balader. Des poubelles et ralentisseurs bloquent les accès aux voitures et aux motos. À quelques dizaines de mètres de là pourtant, un lopin de terre récalcitrant. Moïse Touati s'est battu 50 ans pour ne pas voir sa maison disparaître sous les gravats des nouveaux chantiers. Sa maison est un vestige des pavillons qui longeaient le passage Lacour au début du XXe. Rescapée de la table rase de l'après-guerre, cette maison ouvrière a su trouver sa place parmi les bars dessinés par Paul Chemetov. De l'autre côté de la cité, une rangée de maisons identiques et une dent creuse désormais devenue un potager partagé. Ici et là, le long du passage Robespierre, des initiatives collectives ont été menées par les associations locales. Pourtant, ce lieu demeure un lieu de conflit. Les volontés d'amélioration de cadres de vie communs s'opposent aux envies d'ailleurs des jeunes de la cité. Rue du Landy, 16h30, un mardi après-midi. Après avoir exploré le vieux Saint-Ouen, nous marchons en direction du boulevard Jean Jaurès. Sur le chemin, nous apercevons un passage. C'est alors qu'au tournant, elle apparaît. Elle se dresse devant nous. La cité Allende est notre 3e lieu d'étude. Le passage de la rue très cossue du Landy à la place vide rend la transition brutale. La cité qui surplombe ce vide impressionne. Elle intimide par sa hauteur et donne presque l'impression d'être observée. Cet espace est peu emprunté, malgré les tentatives vaines de proposer des infrastructures, du mobilier. Paradoxalement, le terrain est bordé de petits jardins encloisonnés dont on découvre l'existence que si l'on prend de la hauteur. Au bout de ce terrain, ce sont 2 associations qui ont pris le dessus. Via Paysage et l'Atelier Solidaire se sont appropriés les quelques mètres d'un ancien parking pour proposer jardinière, compost et Fab Lab dans un ancien entrepôt. Pourtant, ces associations ne viennent pas d'ici. Elles s'y sont implantées et regrettent le fait que le quartier soit si mort. En fait, on est loin de tout. Ouais. Voilà. Ok. Ce qui est à mon avis dommage parce qu'on créerait ça plutôt dans le quartier du Vieux-Saint-Ouen en centre-ville. Ça mettrait un peu de vie au quartier. Et pourquoi pas créer de la vie ici ? On pourrait s'attendre à ce que de telles initiatives profitent au voisinage avant tout. Elles favorisent la transmission de savoir et de moyens, le faire soi-même et le faire ensemble. Ces volontés sont les lieux d'impulsion du changement. Et si l'on s'intéresse à l'impact potentiel, la résonance que pourraient avoir ces initiatives sur le voisinage, on s'aperçoit qu'elles sont le reflet d'une société qui bouge, une société qui veut quelque chose de mieux. De l'autre côté du parvis, les habitants des tours viennent s'attrouper autour de nous pour nous faire part de leurs soucis, d'infiltration, d'ascenseurs, de rats, des trappes de poubelles qui sont bloquées. Ici, on prend soin les uns des autres. Malgré tout, nous confie un voisin, il existe beaucoup d'amour dans cette cité, de la solidarité, une forme de résistance. Ces habitants, c'est leur quartier, ils y insufflent une identité et ils se battent pour la défendre. C'est que les gens, quand ils rentraient, ils voyaient un petit groupe et du coup, ils n'osaient pas s'intégrer. Et les gens, des fois, quand tu es en groupe, tu penses pas à dire « eh bien ». Lors d'une visite, un membre de l'atelier solidaire nous fait remarquer que c'est souvent intimidant de s'adresser à une asso lorsque ses membres sont en groupe. En tant que bénévole, on n'a pas forcément le réflexe d'inviter les gens à découvrir. Et si ces associations pouvaient profiter au voisinage avant tout ?
Comment pourrait-on faire de ces espaces appropriés des espaces partagés au service d'une meilleure cohabitation ? Pour répondre à notre problématique, nous avons décidé d'aborder le territoire par le sol en plaçant les gens au cœur du projet. Cette stratégie suppose de s'intéresser à l'habitant et son rapport au sol, ses déplacements dans l'espace public. Puis le contexte, c'est-à-dire les infrastructures et le mobilier urbain qu'il pratique. Et enfin, les rez-de-chaussée, lieu d'imbrication entre public et privé, interface et outils de lecture de compréhension de la ville. Marqueurs de la trame urbaine passée, les bâtiments de rapport et entrepôts du XIXe siècle côtoient les grandes tours des années 70. Implantées en diagonale par rapport à leurs voisins, ces dernières semblent chercher à détourner le regard. L'île de Allende est située à proximité du boulevard Jean Jaurès, une 4 voies bordant le pâté de maisons côté est. Il est desservi par des rues à sens unique, on accède au parvis par des petits chemins piétons, de part et d'autre de la cité et par les rez-de-chaussée des tours. Ces sombres couloirs ouverts s'apparentent plus à des parkings à moto et vides d'ordures qu'à des circulations d'accès au parvis. Les questions propreté, franchement, on n'est pas gâtés. Ah non, la propreté, c'est vrai. Hein? Les escaliers, ça On pue. sent l'odeur des rats morts. Ah oui? Ah, est-ce que. Il y a eu le problème des rats aussi. Oui, Les rats, je voulais hier, dire. on a vu hier, ça sent. Dans les 300 mètres alentours, le quartier dispose d'infrastructures médicales, comme la clinique du Landy, mais aussi de terrains de sport, maternelles et lycées, et des commerces alimentaires comme le marché du Vieux-Saint-Ouen. Notre hypothèse consiste à aménager un jardin au cœur du projet. Il assurait la liaison et donc la cohabitation entre habitants et associations, en proposant un lieu de rencontre dans le quartier. Traitant la transition entre le boulevard Bruyant et le quartier résidentiel du Vieux-Saint-Ouen, ce jardin ferait l'objet d'une gradation végétale. Espace transitoire, la profondeur de pleine terre croissante sur la longueur permettrait une végétalisation progressive du sol. Cette végétalisation serait séquencée par une trame issue du prolongement des lignes directrices des bâtiments. Clin d'œil au potager et jardin d'antan, chaque chemin assurait la liaison entre un rez-de-chaussée de tour et un point d'étape de ce parcours. Ainsi, en activant ces points d'étape et en jouant sur la transparence des murs qui séparent le parvis des jardins, ces points de rencontre pourraient inviter les curieux à venir y jeter un œil. De l'autre côté du jardin, le projet consisterait à rendre aux tours leur caractère privé en vitrant leur accès et en créant de véritables sas d'entrée lumineux. L'étude des plans de rez-de-chaussée et les discussions entre les habitants nous ont permis de repenser l'espace en remplaçant les trappes des poubelles par des accès ouverts depuis le sas et la rue, et de prévoir devant les immeubles des parkings à vélos couverts. Cette mesure permettrait de désengorger les couloirs. Enfin, nous pourrions profiter de l'emplacement stratégique de la friche sur rue pour construire un bâtiment R+4. Accueillant un commerce en rez-de-chaussée, il constituerait une infrastructure d'insertion pour la jeunesse, en proposant des activités diverses réparties sur les étages supérieurs. À terme, ce jardin pourrait fluidifier la cohabitation entre ces deux types de bâtis et favoriser l'intérêt des habitants pour ce qui les entoure, les initiatives locales comme la maison du quartier du Landy ou les associations. L'hypothèse serait de décliner cette stratégie à chaque stigmate en se disant que la mise en avant des volontés individuelles pourrait amener davantage de personnes à s'engager. Ainsi, appliquer cette grille de lecture au bout en train, où l'enjeu est de taille, consisterait à requalifier l'espace public afin de rétablir le droit de passage. Le projet actuel consiste à détruire les tours pour endiguer le trafic. Pourtant, cet espace a une très grande qualité géographique. En mutualisant les deux parkings, nous pourrions libérer la circulation et retravailler ce sol de manière à créer une vraie place sur laquelle pourraient venir s'installer des food trucks en semaine. Finalement, créer un lieu de rencontre pour les habitants du quartier et les touristes. Dans ce même sens, nous pourrions imaginer ouvrir un accès à l'arrière de la Halle Malik, insuffler des programmes en rez-de-chaussée des tours et même aller jusqu'à les réhabiliter complètement. À Arago, le vide généré par la disposition des barres d'immeubles rend l'espace public flou. Pourtant, ce quartier dispose de qualité en termes d'espace. Il regorge de volontés individuelles aussi, de lutte pour la préservation de l'existant. Si l'on s'y aventure, on y découvre une antenne de jeunesse, une crèche aussi, et une grande aire de jeu bien trop vide car surélevée, grillagée. On pourrait faire sauter les barrières et donner à voir la maison de Moïse. Travailler par endroits la transparence en rez-de-chaussée, pour donner envie aux gens de s'y intéresser. Multiplier ces infrastructures, comme un rappel à la multitude de maisons ouvrières qui bordaient le passage de la cour au XXe siècle, et y insuffler des programmes qui puissent profiter aux jeunes de la cité. Enfin, réhabiliter le hangar de manière à faire la jonction entre le passage de la cour, la place Perret et la cité. Enfin, dernière étape de cette stratégie, continuer à multiplier ces aménagements à l'échelle du territoire, à chaque stigmate, à chaque rupture dans le paysage urbain. Finalement, formuler des hypothèses de projet pour tenter d'améliorer le vivre ensemble dans une ville complexe, tiraillée,
et où résistent des habitants qui sont fiers de venir d'où ils viennent.